Voilà, deuxième partie du débrief techno ici au Web Today à Nantes avec un nouvel invité, Liam, blogueur sur Rue de Baguette. Oui. Bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, est-ce que tu pourrais nous présenter un peu Rue de Baguette? Oui, donc Rue de Baguette, tout simplement, c'est une blog qui parle de tout ce qui est high-tech en France, en anglais. Oui. Et alors je crois savoir que tu traites aussi particulièrement des startups. Oui, donc le but, c'est de donner 100% de la transparence sur tout ce qui se passe dans le marché high-tech en France. Donc ça comprend trois choses. Les boîtes françaises, qui soient start-up ou grandes boîtes, genre Algolia ou Orange, et ceux qui font d'une manière mondiale. Et aussi les boîtes internationales, genre Google, Lyft, Uber, etc. Et ceux qui font en France. Et la troisième chose, c'est le digital policy. Tous les décisions gouvernementales autour de la start-up et de la tech. D'accord, et alors bon, comme vous l'aurez peut-être remarqué, tu es anglais, américain même. Pourquoi tu as fait le choix de venir en France il y a quelques années alors qu'aujourd'hui les jeunes font le contraire? Donc oui, donc moi je suis né dans le Silicon Valley, dans une ville qui s'appelle Menlo Park, qui est aujourd'hui le siège social de Facebook notamment. Mais tout simplement, je suis arrivé par une Française. Elle était belle, donc je suis venu. Mais c'est pas trop le parti qui est intéressant. C'est pour ça que je focalise pas dessus. Et c'est plutôt que quand je suis arrivé, j'ai décidé que je voulais travailler pour des startups parce que c'est ça qu'on fait en Silicon Valley. Donc j'ai dit, je vais le faire ici. Et en commençant à travailler pour les startups, j'ai vu que les ingénieurs français étaient extraordinaires. Pour beaucoup de raisons que je comprenais même pas là et que peut-être je comprends même pas encore aujourd'hui. Je suis toujours en train d'apprendre. Mais je me suis dit, il y a un truc qui est en train de se passer. Et ça se trouvait que j'avais de la chance. Je suis arrivé en 2011 dans une startup. Et c'est vraiment quand tu parles des gens qui existaient dans l'écosystème avant et après, c'est là où ils disent il y a un truc qui a changé, on sait pas quoi. On dirait que c'est les crises économiques et que tout le monde s'est basculé vers les PME, mais on saura jamais. Mais de toute façon, j'ai vu qu'il y avait des ingénieurs qui faisaient des trucs intéressants. Il y avait des startups aussi intéressantes que celles dont on parlait dans le Silicon Valley. Donc je dis il n'y a personne qui parle en anglais de ces startups. Et en plus, je voyais les ingénieurs français et les membres de l'écosystème français qui lisaient autour de la Silicon Valley en anglais. En France, ils lisent French Web pour savoir ce qui se passe en France. Et aux États-Unis, tu lis TechCrunch parce que TechCrunch, c'est ce qui se passe là-bas. Et donc, j'ai dit, pourquoi est-ce qu'on ne parle pas en anglais de la France? Et donc, on a lancé Rue de Baguette, un groupe d'amis. D'accord. Alors aujourd'hui, Rue de Baguette, c'est devenu un média un peu plus important? C'est une média qui compte. Aujourd'hui, je ne sais pas si on est le plus important ou un peu plus important ou pas. Je dirais que on a toujours gardé une ligne éditoriale très stricte. On parle que des startups qui peuvent être appréciées par le marché mondial. C'est-à-dire, soit ils sont déjà internationaux, soit ils ont ambition internationale et ils arrivent à nous convaincre. Mais notamment, ils doivent normalement avoir une visibilité anglophone sur Internet déjà. Pas forcément de la presse existante parce que c'est un peu notre rôle, c'est de devenir la première presse anglophone qui parle d'eux, mais vraiment je dois être convaincu qu'ils vont être une leader mondiale dans ce qu'ils font. D'accord. Alors toi, c'est pas ta première édition du Web Today, tu étais déjà venu ici? Ça doit être, on me dit que c'est mon 3e édition. Donc en fait, quelques mois avant que j'ai lancé Rue de Baguette, j'ai décidé de faire Startup Weekend à l'époque et je suis assisté à Startup Weekend Nantes en septembre, donc c'était un peu la première découverte et notamment j'ai rencontré Quentin Adam, PDG maintenant de Clever Cloud, j'ai rencontré Adrien de Atlantic 2.0 parce que c'est là où c'était organisé et j'avais une première introduction qui faisait que après qu'on a lancé Rue de Baguette et que Web Today est venu, j'étais déjà preneur, je connaissais, c'était plus ou moins mes amis et au fur et à mesure des années on est devenus amis et je suis vraiment je dis que c'est le meilleur conférence en France, à part Connected Conference. Voilà, on rappelle juste qu'Atlantic 2, c'est les organisateurs ici du Web Today et Adrien Poguetti en est le délégué général. Donc toi, tu interviens sur scène pour plusieurs conférences. On t'a vu par exemple hier pour être l'un des speakers sur une main connectée. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette main? Oui, donc en fait, le thématique de le sujet, c'était le 3D et les possibilités de le 3D. Mais ça se trouvait très bien que c'était plutôt comment le 3D peut nous amener vers des objets connectés. Notamment parce qu'on organise le 18-19 juin le Connected Conference, une conférence mondiale dédiée aux objets connectés qui se passe en anglais à Paris. Et pour moi, c'est un sujet auquel je suis très sensible parce que je trouve que le 3D va nous amener vers un point où ça va devenir aussi facile de créer sa startup hardware qu'il est aujourd'hui de créer son startup software. Et quand on arrive à ça, tu peux imaginer autant de sites web qui sont créés aujourd'hui, imaginons qu'on avait autant d'objets connectés ou objets eux-mêmes qu'ils étaient créés. Et pour moi, c'est vraiment une opportunité de fou et c'est l'avenir de tech. D'accord, alors il y a quelques instants sur le plateau, on avait David Monteau, responsable de la French Tech. Qu'est-ce que tu penses toi justement de la French Tech? J'ai parlé tout à l'heure aussi de la French Tech et j'ai dit que la French Tech, c'est des suiveurs.
il suit les tendances. Il y a un écosystème de startups qui est monté et le French Tech est là pour suivre et soutien. Et j'adore ça parce que jusqu'à maintenant, le gouvernement, beaucoup de leurs initiatives essayent de guider. Et tu peux pas guider l'innovation. L'innovation guide le gouvernement. C'est eux qui sont lents, c'est nous qui sommes vite. Ils sont grands, ils sont lents, on est petite, on est vite. C'est vraiment un avantage qu'on a par rapport à eux. Et David Manteau et moi, on s'entend très bien parce qu'il a compris qu'il faut juste dire tout ce qui existe déjà, on va essayer de faire en sorte que ça existe mieux. On va pas essayer de créer des choses. On n'ose pas faire, par exemple, un système d'exploitation en français, comme d'autres vont proposer. Et j'aime bien ça. Donc, quand la French Tech vient à Nantes, c'est pas parce qu'il croit qu'il peut créer l'écosystème à Nantes. C'est parce que l'écosystème existe à Nantes et il veut l'aider à exister mieux, à son plus grand potentiel. D'accord. Et alors, on voit aujourd'hui que ça se passe beaucoup à Paris, même si ça se développe. Si on le voit par exemple à Nantes dans les métropoles, est-ce que c'est pas un problème, est-ce que c'est pas embêtant pour les startups que tout soit centré à Paris? Je sais pas. Aux États-Unis, tout le monde va en Silicon Valley. Ouais. Donc, si tu dis que ça t'embête et que tu es en Kansas City, alors tu restes en Kansas City et peut-être ça va, peut-être ça va pas. Moi, je crois qu'on a un gros avantage en France par rapport à l'Allemagne, où tout est dispersé. Donc, si tu es une start-up à Berlin, il faut aller à Hamburg pour quelques clients, il faut aller à Munich, il faut aller à Cologne, il faut aller à Francfort. Là, je t'ai dit, ça coûte moins qu'un aller-retour Nantes-Paris. Ça coûte plus, je veux dire. Donc, moi, je trouve qu'on a un gros avantage, c'est que l'écosystème est concentré. D'accord. Et plutôt que de le voir comme une inconvenience, il faut dire que, de toute façon, si le centre de l'écosystème était à Nantes, tu te déplacerais pour aller à Londres pour faire du business. Donc, autant aller à Londres pour faire du business, il faut aller à Paris pour faire du business aussi. D'accord. Alors, comme tu le disais, il y a quelques années, tu étais dans une start-up. Aujourd'hui, tu te consacres à plein temps à la rue de Baguette. Pourquoi cette volonté de te consacrer à plein temps à ce média alors pas d'abandonner le monde de la startup parce que tu restes dedans, mais de plus y être employé, est-ce que ça t'embête? Est-ce que tu voudrais peut-être, je sais pas, dans quelques années retourner dans une startup? Déjà, ça se trouve qu'on est une startup, c'est un truc dont on parle beaucoup, mais moi pour être clair, c'est pas parce qu'on est jeune qu'on est une startup. Presque une moitié de notre équipe, c'est des ingénieurs. Ouais. Et on travaille beaucoup sur le tech et on communique pas trop parce qu'il n'y a rien à communiquer dessous. Donc je dirais depuis 10 mois, on existe depuis 2011, mais depuis 10 mois, on est une startup. On a une CTO, on a une équipe tech qui fait leur taf génialement. Mais je suis devenu le rédacteur de Haute Baguette parce que je suis pas capable d'être employé, je trouve. C'est par défaut que je suis entrepreneur. Parce que il y a deux cas. Soit je m'entends pas bien avec mon chef et je peux pas bosser pour lui. J'ai pas la capacité de bosser pour quelqu'un dont je suis pas d'accord. Ouais. Soit je suis d'accord avec sa vision de où il faut aller et je me dis pourquoi est-ce que je suis pas lui. Donc par obligation, je vais être chef. Pas dans le sens chef, patron, etc. Mais si je suis d'accord avec une vision de l'avenir d'un sujet, je veux le guider. Et c'est une faiblesse de ma part, mais ça se trouve que à ce moment, il y a des trucs que tu peux faire avec cette faiblesse. Et donc, donc pour répondre à ta question, je suis toujours dans une startup. Je crois que je serai employé dans le cas où quelqu'un me rachète et m'oblige à être employé dans les conditions d'achat. Mais à part ça, ouais. D'accord. Et alors justement en France on voit de plus en plus d'incubateurs et d'accélérateurs de startups qui se développent. On avait tout à l'heure Oussama Hamar de The Family. Est-ce que il n'y a pas un moment où on va avoir où tout le monde va avoir, est-ce qu'il n'y a pas un peu ce phénomène où tout le monde va avoir son incubateur de startup? On voit que la SNCF en a lancé un. Hier Laurent Charon d'SFR nous indiquait qu'il lançait un incubateur, alors un peu particulier mais un incubateur quand même. Est-ce qu'il ne va pas finir par y en avoir trop, et est-ce que c'est pas un problème que tous les grands groupes veuillent absolument leur incubateur? Il y a un avantage dans le marché privé, c'est que les consommateurs décident. Donc les startups décideront de toute façon quel incubateur va exister. Et quel système, quel accélérateur, quel programme, etc. va exister. Si personne ne veut faire un truc de SFR, ça va plus exister. Ils vont pas continuer si personne ne veut venir. Ou s'ils n'ont pas un ROI, j'espère qu'ils ont défini des ROI, mais s'ils ont pas un retour sur investissement, ils vont arrêter de la faire. Cela dit que je crois qu'il y a une grosse tendance dans les grands groupes d'essayer de choper les talents de petites startups, et les startups ont compris que les gros groupes ils peuvent négocier. Ouais, mais en plus ils n'ont pas besoin d'eux. Oui. Les questions que je me pose aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'un grand groupe peut apporter à une startup?
à part le fric. Alors voilà, justement, on voit de plus en plus, et entre autres avec Facebook qui rachète beaucoup de startups. Oui. On a vu Oculus VR qui fait Oculus Rift, et puis il y en a plein d'autres. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas... Alors c'est peut-être un peu compliqué, mais est-ce qu'on voit à chaque fois c'est pour des montants qui peuvent sembler déraisonnables? Est-ce qu'il n'y a pas une nouvelle bulle Internet qui est en train de se former? Donc encore une fois, le marché privé décide. Est-ce que les rachats sont trop gros? Non, jamais. Quand on voit WhatsApp qui s'échange pour Est-ce que tu sais pourquoi il a changé pour 19 milliards? C'est parce que Google avait offert 10 milliards. Donc si Google offre 10 milliards et t'es Facebook, tu peux pas passer de 11 milliards. Ouais. Tu dois passer à presque le double. Plus, ouais. Parce que tu veux pas que ça continue à monter. D'accord. Donc tu peux dire que c'est plus, mais c'est la volonté de la marché. C'est quand même la France qui a créé cette phrase laisser faire pour parler de l'économique. Quoique ça avait un peu le sens inverse qu'on aurait voulu. Donc je crois que il n'y a pas de boule. Il y avait même pas de boule avant. Il y avait juste des gens qui se sont trompés de valorisation. Est-ce que Facebook se sont trompés de la valorisation de WhatsApp? On verra. Ouais. Cela dit que le guerre aujourd'hui, on parle pas de la revenu quand on parle de ces boîtes. On parle de le montant de temps que des gens passent dans leur journée à consommer quelque chose. Et quand tu commences à équilibrer ça pour des valeurs et se dire qu'on s'en fout de comment, mais le valeur se transforme toujours en revenu, c'est une mentalité aux États-Unis et dans la Silicon Valley qui n'a pas été absorbée assez par la France. C'est-à-dire on pense beaucoup que le revenu égale de valeur, mais c'est pas vrai, c'est faux. Le valeur égale le revenu. Si tu crées de la revenu, tu peux créer des revenus sans valeur. Ouais. Et c'est un revenu qui est faible, parce que ça peut disparaître demain, une fois que des gens se rendent compte qu'il n'y a aucune valeur derrière. Si tu crées de la valeur, c'est très facile à créer de la revenu après. Et c'est là où WhatsApp était. Ils avaient créé de la valeur. D'accord. Et alors une dernière question, on voit donc de plus en plus de startups qui se lancent. Quelles seraient pour toi les grandes tendances aujourd'hui? Donc forcément, nous, on se focalise beaucoup sur les objets connectés. Ouais. Donc moi, je crois que la France est dans une bonne position avec les objets connectés. C'est pour ça qu'on organise la conférence, justement. Ouais. Donc, objets connectés, pour moi, c'est énorme. Tout ce qui est ad tech, la technologie de publicitaire, avec Criteo qui est entré en bourse, avec eBuzzing et T-Ads qui ont fait leur merger plus tôt dans l'année pour justement aller en bourse. Avec Sticky Ads, avec il y a Vidcoin, avec il y a encore plus de Nukick qui est ici dans la Startup Competition. Il y a beaucoup de gens qui travaillent sur ça. Et le troisième, c'est le big data. Là où on a fait un article récemment sur tous les anciens de Exalead qui étaient rachetés par Dassault Systèmes et qui étaient un grand proponent de l'intelligence autour de big data parce qu'ils faisaient leur moteur de recherche et beaucoup de reconnaissance de big data. Et quand tu regardes ces trois sujets, ils sont très liés. Ouais. Il y a de l'adtech qui va être appliqué aux objets connectés comme dans Nest. Maintenant, on parle des pubs qui vont apparaître sur les maisons connectées avec Nest. Il y a Big Data derrière pour faire de l'intelligence. Donc pour moi, c'est les trois axes énormes dans l'écosystème aujourd'hui. D'accord, bah écoute Liam, merci beaucoup d'être venu ici sur le plateau du Débrief Techno. Le Débrief Techno, c'est, je le rappelle, le rendez-vous high-tech que vous retrouvez alors pendant 3 jours ici, chaque soir à 18h sur l'actutechno.tv. Et puis bientôt dans une émission hebdomadaire. Merci.